y a un générique. C'est parti. Sur celui-ci. Voilà, c'est parti ce débat sur l'avenir, cette conférence sur l'avenir de l'Europe à Bastia. C'est parti ici à la Cité des Sciences, à Loupine. Et pour nous accueillir, nous donnons tout de suite la parole au maire de la ville, Pierre Savelli. Merci Patrick. Alors, oui, une pensée émue pour Pedro Villafucci qui nous a quittés. Pedro Villafucci qui était, alors peut-être pas la voix, mais en tout cas une des voix du Riacuiste. Donc ça évoque pour chacun d'entre nous des moments incroyables d'émotion, quoi. Donc c'est vrai que c'était tout à fait normal que nous ayons une pensée pour lui et pour sa famille. Donc, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, je vais commencer par Monsieur le député Sandro Grozzi, Monsieur le député François Alfonsi, Monsieur le député Michele Castellani. Très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir pensé à Bastia pour organiser cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, merci à toutes les personnes présentes de dire... alors, on parle de l'avenir de l'Europe. Moi, je vais parler un petit peu du présent de l'Europe. Est-ce que ça représente pour un maire d'une commune moyenne d'avoir l'appui et la présence de l'Europe au quotidien? Alors, on parle d'abord des choses pas les plus intéressantes. En tout cas, on va parler d'argent, les financements. Je crois que monsieur le député, ce matin, s'est déplacé sur la Lille-Onde, qu'il a peut-être pris l'ascenseur et qu'il est monté sur le Montinum. Et tous ces projets-là sont financés en grande partie par le FEDER. Ça, c'est pas rien. On a d'autres projets, vous le savez. Et tout ça, c'est l'Europe qui les finance en grande partie. Donc, rien que de ce point de vue-là, c'est important. Alors, en tant que maire de Bastia, j'ai également la chance d'être président de la RML. Et c'est moi, j'ai la chance et l'honneur de signer une convention pour que les jeunes Corses les plus démunis puissent partir par le dispositif Erasmus+. Donc, ce sont des gamins qui n'ont pas le bac, qui ne sont pas en université, mais qui peuvent bénéficier de ces dispositifs-là. C'est très, très important, puisque ça représente pour eux une vraie chance d'ouverture et de s'ouvrir vers l'ailleurs. Et puisqu'on parle d'ouverture vers l'ailleurs, alors, on devait faire la conférence de presse, les raisons que vous savez. On ne va pas parler de culture, alors que Pedro Villafucci vient de décéder, mais lundi, nous venons annoncer, alors, ce n'est pas un scoop, la candidature de Bastia pour être retenu au label de capitale européenne 2028. Et ça, c'est aussi notre volonté de nous insérer encore plus dans l'Europe et d'y avoir un rôle important. Alors, la culture, la culture, c'est tout. Hein. La culture, c'est l'urbanisme. Je sors d'une réunion avec les architectes. La culture, c'est l'urbanisme, l'aménagement du territoire, c'est tout. Donc, et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, pas plus tard que ce matin, je crois que c'est en Pologne où les Polonais ont décidé que les lois européennes ne pouvaient pas être au-dessus des lois polonaises. Ça veut dire que l'avenir de l'Europe, nous on l'imagine radieux, mais en tout cas, certains l'imaginent moins radieux que ce que nous on peut croire. C'est pour ça qu'il est important qu'on fasse ce genre de conférences et que chacun participe pour construire l'Europe que nous voulons. Merci Pierre Savelli pour ce message de bienvenue et de la Pologne et de la fragilité de l'Europe. On va sans doute en parler au cours de ce débat. On va entendre à présent un message que nous adresse Muriel Mouret, qui est responsable du bureau du Parlement européen à Marseille. Et ensuite, on débute. On devrait entendre Muriel Mouret. Bon, mais on ne l'entend pas. Petit problème au démarrage. Monsieur, vous pouvez vous installer. Profitez de... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci, Monsieur Savelli, pour nous accueillir dans votre belle ville de Bastia et dans ce lieu ouvert au public, la Maison des Sciences, qui a bénéficié de fonds européens pour sa rénovation. C'est toujours un plaisir de se trouver en Corse, physiquement ou en ligne. En avril dernier, notre bureau du Parlement européen à Marseille avait déjà organisé un webinaire sur la prise en compte de l'insularité par l'Union européenne. Il est en ligne sur notre page YouTube, si vous désirez le voir. Ce soir, à Bastia, nous sommes également accessibles au public qui nous suit en ligne. Tout d'abord, en plus de la ville de Bastia, je désire remercier la collectivité de Corse et Europe Direct Corsica, avec qui nous avons organisé cette journée, puisque les députés européens présents ici ont pu échanger pendant la journée avec les bénéficiaires de fonds européens à Floriani et Bastia, dans des domaines aussi divers que la prévention des incendies, la lutte contre les pollutions autour des ports,
la protection du Milan royal ou encore la mobilité douce. Et nous sommes heureux que la Corse bénéficie depuis mai 2021 d'un centre Europe Direct, Corsica, porté par la collectivité de Corse. Physiquement situé à Ajaccio, il couvre bien évidemment tout le territoire de Corse et nous accompagne ce soir. N'hésitez donc pas à les contacter, c'est votre relais auprès de vous. Avant de vous introduire les personnalités avec qui vous pourrez échanger ce soir sur l'avenir de l'Europe, quelques mots sur le rôle d'un bureau du Parlement européen. Donc, notre bureau, nous, est situé à Marseille et couvre le sud-est de la France. Son rôle consiste à rapprocher le Parlement européen et les députés européens avec les citoyens, les associations, les autorités locales, comme les médias, sur le territoire. Comment? En organisant, comme ce soir, des débats thématiques ou des événements annuels, par exemple lors de la Journée de l'Europe, le 9 mai. Nous guidons aussi les citoyens ainsi que les médias sur leurs questions autour du Parlement européen et de ses activités. Nous organisons des rencontres avec les jeunes et diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, membres ou non de programmes comme Euroscola ou École ambassadrice. D'ailleurs, si vous désirez vous engager sur une des thématiques de l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou participer aux nôtres, nous vous invitons à rejoindre la plateforme ensemble.eu. Cette plateforme va durer jusqu'aux élections européennes de 2024. Elle rassemble différents profils de personnes ou associations qui échangent donc sur l'Europe et chacun des bureaux, comme le nôtre, peut y inscrire vos initiatives autour évidemment de l'Europe et ainsi donner de la visibilité à vos actions, comme rencontrer d'autres personnes qui désirent en apprendre plus sur l'Europe. Enfin, la conférence sur l'avenir de l'Europe dont il est question ce soir est l'occasion pour les citoyennes et les citoyens européens d'influencer la direction que prendra l'Union européenne. Notre débat de ce soir s'inscrit dans cette volonté d'échange ouvert et démocratique avec les citoyens, afin que l'Union européenne sache sur quelle thématique elle devra se concentrer. Je ne vais pas vous en dire plus sur le sujet, puisque c'est l'objectif de ce soir, et vous pourrez écouter et échanger avec nos orateurs, à savoir Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse, François Alfonsi, député au Parlement européen, Michel Castellani, député à l'Assemblée nationale, et Sandro Gozzi, député au Parlement européen. Merci, madame, merci, messieurs, d'avoir répondu présent pour le débat de ce soir. Et nous encourageons le public en salle comme en ligne à interagir et à poser leurs questions. Je passe maintenant la parole à Patrick Vicinguera, journaliste à France Bleu Corse Frequenza Mora, qui va modérer les échanges de ce soir. Patrick, c'est à vous. Voilà, bonsoir et merci à Muriel Mouret, responsable du bureau marseillais du Parlement européen. Les présentations ont déjà été faites. Le débat, le cadre du débat, c'est pour une Europe plus forte, une Europe plus juste, plus démocratique. On va en parler tout au long de ce débat. Les sujets ne manquent pas. On parlera évidemment d'harmonisation fiscale, sociale, pourquoi pas un salaire minimum européen, de changement climatique, comment tendre ensemble vers une économie décarbonée. Nous parlerons aussi de régulation du net, de migration ou encore de défense commune et bien sûr du rôle de l'Union européenne dans le développement des régions. Et puisque nous sommes en Corse, notamment des régions insulaires, les présentations de nos intervenants ont été faites. Je donne tout de suite la parole. On va faire un premier tour de table à Sandro Gozzi, que nous accueillons ici en Corse. Alors, je précise que vous êtes italien. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes de 2014 à 2018 dans le gouvernement Matteo Renzi, en tout cas sur une partie. Et ensuite, en 2019, vous avez été élu sur la liste conduite par Nathalie Loiseau, Renaissance. Donc, autrement dit, vous êtes proche d'Emmanuel Macron, en tout cas politiquement. Alors, vous êtes aussi à l'origine, dans votre groupe, de cette initiative de conférence sur l'avenir de la Corse. Est-ce que vous pouvez nous en... Et de la Corse aussi, évidemment. De la Corse et de l'Europe, mais là,
Je parle on est sur l'avenir de l'Europe, par définition de la Grèce aussi. Je suis très, très égoïste. Hein. Donc, on fait ce tour de table. On commence par vous. Et ensuite, on donne la parole à la salle pour des questions, voire des réflexions. Alors, cette initiative de conférence sur l'avenir de l'Europe, pourquoi faire? D'abord, bonsoir à tout le monde. Permettez-moi de dire que je suis vraiment très heureux d'être ici et très heureux de voir comment, ici à Bastia, on utilise bien l'Europe. Parce que l'Europe ne sert que si l'on s'en sert. Et vous en servez très bien. Et ce matin, j'ai fait avec mon collègue Alfonsi un tour des belles réalisations européennes, hein, de la direction des services d'incendie et des secours de Haute-Corse qui ont des projets extrêmement utiles pour contrer les incendies grâce à l'Europe. On passe pour aller au conservatoire des espaces naturels à Foriani. Les ports qui est en train de s'innover du point de vue technologique grâce au Fonds de développement européen et puis cette belle réalisation ici. Bravo aussi, messieurs les maires, bravo la région, bravo tous ceux qui l'ont conçu et fait. Donc, il y a une Europe des solutions qui est déjà là. Il y a une Europe citoyenne et démocratique et plus efficace que nous devons construire. Comment nous devons la construire? Avec une participation citoyenne directe. C'est ça la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est ça ce que nous avons voulu. C'était une initiative que nous avons lancée en campagne électorale. À 3 mois à présent de la présidence française de l'Union européenne. Oui, on l'a lancé en mars. On a lancé l'idée en mars 2019. Il y avait une lettre Renaissance d'Emmanuel Macron, intéressant, qui ne s'adressait pas à ses pairs au niveau du Conseil européen, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais qui s'adressait à tous les citoyens européens. Et d'ailleurs, cette lettre était dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. On a dû se battre, pas seulement contre le Covid, mais contre un virus qui est beaucoup plus pernicieux que le Covid. C'est l'immobilisme et les caractères réactionnaires du Conseil, là où se retrouvent tous les représentants des gouvernements qui nous ont fait traîner. C'est grâce au Parlement et grâce à quelques pays, à partir de la France, que cette conférence a finalement pu démarrer. Elle aurait dû démarrer le 9 mai 2020, sous présidence croate, évidemment pour des raisons évidentes. Elle n'a pas démarré. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a déjà des citoyens, il y a plusieurs centaines de citoyens tirés à sort dans les 27 États membres qui sont en train de se réunir, de discuter sur ce qu'ils veulent de l'Europe, sur ce qu'ils ne veulent pas de l'Europe et sur l'Europe qu'ils veulent pour l'avenir. Un tiers de ces citoyens sont des jeunes entre 16 et 25 ans. Et donc les citoyens avec les représentants des citoyens, à savoir les parlementaires nationaux et les parlementaires européens et aussi les représentants du gouvernement, doivent débattre pour identifier les grands chantiers des réformes européennes. Et les conclusions seront remises au printemps 2022. On verra ensuite ce qu'adviendront ces propositions. Ça, c'est la question fondamentale. On disait, Ursula von der Leyen s'est engagée à en tenir compte. La première phase de cette conférence devra rendre ses conclusions sous présidence française. Après, la bataille politique sera donner suite à ce que les citoyens nous ont demandé. C'est l'essentiel. On donne la parole à Marie-Antoinette Maupertuis, qui est présidente donc de l'Assemblée de Corse, aussi vice-présidence de la COTER. Hein, c'est la commission de la cohésion territoriale, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis vice-présidente de la commission de la cohésion territoriale au comité des régions, donc je ne suis pas, vous savez, députée européenne. Par contre, j'ai été en charge des fonds européens jusqu'au mois de juillet dernier. Les aides européennes. Les aides européennes, tout à fait. La présente mandature. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, nous avons fait en sorte que les fonds soient utilisés et bien utilisés, comme vous avez pu le remarquer. Cette conférence, c'est une opportunité, effectivement, pour un débat démocratique en Europe, avec une visée de démocratie participative pour permettre aux citoyens de contribuer à l'avenir de l'Europe et à la définition du projet européen. Nous, ce que nous espérons, nous la saluons, bien évidemment, nous y participons fortement. Et ce que nous espérons, c'est que ça ne soit pas uniquement un coup de com'. L'idée, c'est que véritablement, il y ait des suites et qu'elles soient formalisées.
Alors, on va donner la parole à Michel Castellani, donc député PAGOS et à l'Assemblée nationale, membre du groupe Liberté et Territoire. Michel Castellani, quel regard porte le député du Palais Bourbon sur le Parlement européen, sur l'Union européenne en général? Quelles évolutions vous semblent indispensables? Quelles réformes? Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à nos amis et en particulier monsieur le député Grossi. Nous avons souvent des débats sur l'Europe à l'Assemblée nationale et il y a plusieurs, visiblement, il y a plusieurs conceptions de l'Europe qui s'affrontent. Ce sont des conceptions qui s'affrontent dans l'opinion et donc qui s'affrontent logiquement dans le cadre du Palais Bourbon. Vous avez des gens pour qui l'Europe, c'est simplement quelque chose d'utilitariste. Un tiroir-caisse. Voilà, un tiroir-caisse, il faut en tirer le maximum, point final. Et puis il y a d'autres comme moi qui trouvent que ça manque un peu de souffle et que c'est une approche qui est largement insuffisante et que l'Europe ne peut se faire ne pourra se faire qu'avec l'adhésion concrète des citoyens dans toutes leurs dimensions. Dans leur dimension citoyenne, bien sûr, par définition, mais dans leur dimension culturelle, économique, évidemment aussi, géographique. Et vous savez, moi je suis de ceux, je l'ai plaidé à plusieurs reprises à la tribune de l'Assemblée nationale, qui pensent que rien ne se fera d'utile en Europe tant qu'il y aura de véritables paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. On ne pourra pas bâtir l'Europe avec une désescalade fiscale et une désescalade sociale. Donc il faut arriver déjà à une convergence fiscale. Ça, c'est un grand chantier que nous avons sur la table, qui est difficile, surtout maintenant avec les crises économiques où chacun tire le maximum la couverture à soi, mais c'est la condition minimale. Donc, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, je vois que Patrick me fait des signes. Je vais abréger en disant que donc il y aura au moins, pour simplifier, deux grands boulevards sur lesquels il va falloir travailler. C'est d'une part l'Europe et ses peuples, l'Europe et les cultures, et l'adhésion citoyenne. Et puis, c'est même sur le plan économique, la convergence, le fait qu'on reprenne ce par quoi l'Europe a commencé pour le marché commun. Mais en allant beaucoup plus loin, en fondant tout ça, et les deux boulevards sont appelés à converger. Voilà, merci. Je ne voulais pas vous couper, Michel Castellani, mais de l'harmonisation fiscale, de l'harmonisation sociale, de cette Europe politique qui manque aujourd'hui cruellement. C'est une Europe des marchés, vous l'avez dit, c'est le marché commun. On va sans doute en parler durant ce débat. Je voulais donner, pour terminer ce premier tour de table, la parole à notre député européen, qui est un europhile convaincu. François Alphonse, comment expliquez-vous l'indifférence des populations à l'égard de l'Union européenne? On le voit à chaque élection, voire la défiance de ces populations à l'égard de l'Europe, qui est perçue, Michel Castellani qui l'a dit, au mieux comme un tiroir-caisse, au pire comme un empêcheur de tourner en rond qui mesure l'épaisseur de la croûte du camembert. Bien, de toute façon, faire que 500 millions ou 450 millions désormais de citoyens européens s'emparent d'une institution comme l'Union européenne, c'est un défi historique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par une émission de radio ou par une émission de télé. C'est quelque chose qui se fait avec un processus long au fur des générations. Ça dure depuis 56. Voilà, donc on a un recul de 50 ans et on a une perspective d'au moins 50 ans. Et je pense que cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle a cet intérêt d'engager un processus de refondation. Et on a besoin, quand on est dans des constructions politiques d'aussi long terme, de régulièrement les interroger, les actualiser et surtout lever la tête et regarder un peu devant, regarder où on va. Et c'est ce que l'on doit faire, nous, en tant que responsables politiques, et ce que l'on doit aider les citoyens à faire eux-mêmes. Car c'est bien beaucoup de confusion, beaucoup de démagogie sur l'Europe, mais on a vu que cette démagogie, elle s'arrête face aux réalités. La proposition démagogique d'en finir avec l'euro, par exemple, qui était celle de Matteo Salvini en Italie, qui était celle de Marine Le Pen, ou d'Éric Zemmour d'ailleurs, en France, et bien d'autres, bon, mais c'est arrêté devant le mur des réalités. Le mur des réalités, c'est que la construction européenne est un besoin vital pour l'avenir des peuples d'Europe. La réalité, c'est aussi le Royaume-Uni qui quitte l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à une refondation. Alors, je pense que c'est une catastrophe. Le Brexit a été... je pense, et sera, et on le voit, et le pire, ça sera pour les Britanniques.
Le pire sera pour les Britanniques, parce qu'on reste quand même un bloc de 450 millions d'habitants, ils sont 70 millions, voilà, et puis les réalités de l'économie, c'est ça. Mais c'est effectivement un échec auquel on est arrivé par le populisme. Rappelons-nous que le Brexit a été gagné sur l'argument des migrations et qu'aujourd'hui, le problème des migrations n'a rien changé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni manque cruellement de main-d'œuvre. Il y a la pression migratoire qui s'exerce à Calais comme avant, etc. Voilà, donc merci François Alphonse pour ce premier tour de table. Il y a des questions qui sont tombées en ligne, mais on va prendre tout d'abord une question en salle. Si quelqu'un veut poser une question, je vois une main qui se lève en haut. Je vais peut-être vous tendre un micro. Oui, vous vous présentez, vous posez votre question. Buonasera a tutti. Prima, in omaggio a Pedro Gelfucci, mi sarebbe piaciuto di dare sui discorsi in lingua australe. Il y a des invités qui ne sont pas corses. Bon, hein? Hai capito? Ma hai detto che ma sarebbe piaciuto. Le débat est retransmis au niveau européen sur le site du Parlement européen, donc il faut que tout le monde comprenne. Le parole. Mi sarebbe piaciuto di dare sui discorsi in lingua australe come lui ha praticato, diceva sempre obbedire, riposa di astrasier, forze e compie. Merci. Alors, je compte ne rien vous apprendre, bien entendu. Je suis un citoyen certainement représentatif, qui ne maîtrise pas tout à fait les codes et le fonctionnement même de l'Union européenne. Mais à l'évidence, pour avoir été un stagiaire de l'IRA de Bastia et pour avoir eu M. Castellani comme professeur et bien d'autres professeurs en droit communautaire, l'Union européenne a un sacré avantage. Il est indéniable, et ce n'est pas un des moindres, c'est que depuis 72 ans, les États membres de l'Union européenne, nous vivons en paix. Et ce n'est pas rien. Les ennemis d'hier sont aujourd'hui les alliés d'aujourd'hui, les collaborateurs sérieux. Néanmoins, il me semble que dans son fonctionnement, l'Europe a besoin d'un certain nombre d'améliorations. C'est ce que je ressens moi, simple citoyen, dans le domaine de la démocratie, notamment dans le domaine de la transparence, car, il me semble, un certain nombre de décisions importantes sont prises au sein de l'Union européenne, enfin, monsieur le député nous dira peut-être, sont prises à huis clos. Un certain nombre de sociétés privées faisant du lobbying interviennent sur des décisions qui souvent, il me semble, vont à l'encontre des intérêts des citoyens. Après tout, les citoyens auraient certainement, par différents biais, par différents référendums, peut-être on pourrait même leur donner la parole. En gros, je suis en train de vous dire qu'il y a des améliorations à faire dans ce fameux pilier qu'est la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des flux financiers. À l'origine, tout le monde sait que ce n'était pas les personnes, mais c'était la libre circulation du travail. Parmi ces personnes-là, on n'a pas que des gens bien qui arrivent. On n'a pas que des gens bien. Ils viennent de partout, notamment du bloc Est. On a des voleurs. On a aujourd'hui des terroristes, des djihadistes qui menacent notre territoire. Donc, votre question ? Je n'ai pas de question, c'était simplement une remarque. J'ai retenu la transparence. Vous réclamez plus de transparence et vous réclamez une régulation des flux migratoires. Une régulation des flux migratoires, de manière à ce que la société française ne soit pas aujourd'hui menacée. Et en tout cas, c'est le ressenti d'un grand nombre de citoyens qui se sentent c'est un discours qui est très prégnant actuellement dans la campagne de la présidentielle française. Voilà, je voudrais juste dire qu'il faut... Oui. On va donner la parole à Sandro Gaudy pour répondre. Il faudrait juste dire qu'il faudrait, je dirais, harmoniser la politique fiscale au sein de l'Union européenne, qui est dans une concurrence totalement déloyale, et ça serait bien qu'il y ait aussi une harmonisation des salaires, parce que pour en revenir au plombier polonais, celui-ci, l'artisan, travaille pour le quart d'un artisan belge. Une réponse, Sandro Gaudy, sur ces deux points. Sur la transparence, je suis d'accord avec vous. Finalement, je suis d'accord avec vous, et ce n'est pas pour plaider pour ma paroisse. Mais quand on respecte les traités et quand on adopte les lois européennes, après on l'appelle règlement, directive, les lois européennes, entre parlementaires au Parlement et ministres au Conseil, tout est transparent. Vous pouvez exactement voir ce que nous disons. Vous pouvez même voir toutes les personnes que nous rencontrons. Donc vous pouvez voir les entreprises, les associations des consommateurs, les grands groupes, les multinationales, tous les gens qu'on rencontre, c'est transparent. Ou c'est pas transparent.
C'est pas transparent quand tout est dans les mains des chefs d'État et de gouvernement qui, à huis clos, décident par consensus, décident à l'unanimité et décident derrière les coulisses. Donc je suis d'accord avec vous, il y a une dérive et même des questions comme la migration, comme ça je vous réponds sur le deuxième point, qu'on pourrait décider à la majorité parce que les traités, notre constitution européenne, ce n'est pas vraiment une constitution, mais notre base, les traités, nous permettent de décider sur l'immigration à la majorité au Conseil et au Parlement à la majorité, comme on fait chaque Parlement, sont bloqués. L'Europe n'avance pas sur la migration parce que les chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas avancer si tout le monde n'est pas d'accord. Et il y a toujours un Polonais ou un Hongrois pour nous bloquer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un espace de liberté à l'intérieur, mais on n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour mieux gérer nos frontières à l'extérieur, pour prétendre beaucoup plus de coopération dans la migration avec les pays d'origine et les pays de transit, et pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme qui est absolument transnationale. Merci. Donc vous posez aussi le problème de l'unanimité, hein, qui est indispensable. L'unanimité, c'est donc il faut réformer les traités. Hein, les vétos, c'est le problème fondamental de l'Europe, parce que les vétos nient l'existence de l'Europe. L'Europe n'est pas un produit divin. L'Europe n'est pas un produit naturel. L'Europe existe par l'action. Du moment où on bloque l'action de l'Europe par les vétos, on nie l'existence de l'Europe même. Marie-Antoinette Maupertuis. Le micro, pardon, je partage ce qui a été dit et je comprends les interrogations qui ont été faites. Je pourrais rajouter par rapport à ce qu'a dit le député Gozzi, qu'il y a un processus très transparent en théorie et même en pratique d'ailleurs, puisqu'on consulte le Conseil économique et social européen, on consulte aussi le comité des régions, puisque nous émettons des avis au comité des régions. Donc les institutions sont plutôt transparentes, fonctionnent bien, tout se sait, les lobbies qui nous rencontrent, bien, tout est répertorié effectivement. Je suis d'accord, le problème de la règle de l'unanimité, ensuite, est un frein à l'avancée de la politique européenne et du projet européen. Pour ce qui est de la migration, l'Europe a quand même essayé de mettre en place pour les frontières extérieures. Frontières intérieures, ça n'existe plus d'ailleurs, hein. C'est un pléonasme. Donc les frontières, la libre circulation des personnes est un acquis, un très bel acquis de mon point de vue, surtout pour la jeunesse en particulier. Sur les frontières extérieures, on voit bien que ça coince, notamment même Frontex ne marche pas bien. Voilà les dispositifs qui ont été mis en place. Et effectivement, c'est parce qu'on a ce problème de l'unanimité aussi. Et beaucoup de questions en ligne sont sur l'immigration qui inquiètent beaucoup de gens. D'autres questions dans la salle? Monsieur, si vous voulez vous rapprocher, et je vais vous tendre un micro. Il n'y a pas d'autre micro. Vous présentez et après vous... Chaillet-Pompéi. Je voudrais contribuer à détruire un présupposé que j'ai entendu encore à l'instant dans la bouche de M. Alfonsi. Le Brexit serait une catastrophe. Le Brexit a consisté, même si c'est à l'initiative des Anglais, à nous débarrasser du boulet que constituait le conservatisme anglais au sein de l'Europe. C'est donc une bénédiction que le Brexit, et j'aimerais que l'on cesse de considérer encore une fois comme présupposé que les Anglais nous ont joué un mauvais tour. Ils nous ont rendu un grand service. Merci, Maître Chaillet-Pompéi. On va donner la parole à François Alfonsi. Bon, Maître Chaillet-Pompéi fait référence au Brexit. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la Pologne, qui également a montré des signes inquiétants. Bon, sur le Brexit, et ça prolonge le propos de Sandro Gozzi sur le droit de veto. C'est que les Britanniques étaient les champions du droit de veto. Bon, et qu'effectivement, qu'ils sortent de la table, j'espère, quoique on voit que les nouveaux champions du droit de veto surgissent aussitôt en Pologne ou ailleurs. Mais donc le problème, on ne le réglera qu'en supprimant le droit de veto et en créant un mécanisme démocratique majoritaire, avec sans doute des cliquets, avec quelque chose de moins direct peut-être que le fonctionnement d'un pays unitaire, mais puisque nous serons toujours une confédération dans le cadre de l'Europe, mais permettre que les décisions avancent. Et je vais revenir sur le problème des migrations. Il y a
sur l'immigration, il y a une période qui était les années 2015-2017 où il y a eu un pic de migration avec la guerre en Syrie, qui était le Daesh, qui était énorme, et qui aujourd'hui, je pense, est... Et l'Allemagne qui a accueilli 1 million de personnes. Voilà, mais depuis, les flux migratoires ont été divisés par 10. Bon, grosso modo, ont été divisés par 10. Et ce qui a créé une crise et qui a failli quelque chose d'encore plus grave que le Brexit, c'est la façon dont on a créé la cocotte minute italienne. C'est-à-dire, comme l'Italie était le pays le plus proche géographiquement, c'était l'émigration arrivait par la botte italienne. Et à ce moment-là, tout le monde a dit pas de ça chez nous. Et on a laissé la botte italienne seule face à un phénomène migratoire qui provoque des peurs. On sait que la migration est quelque chose qui peut aller dans les populations et on a failli perdre l'Italie comme espace démocratique. On est passé à deux doigts d'avoir une Marine Le Pen présidente du Conseil italien. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et je crois que là, l'Europe avait un devoir face à la vague ponctuelle que représentaient ces migrations, de se répartir la charge et de faire en sorte que l'on ne rentre pas dans cette crise qui a mis l'Europe vraiment en grand danger. Parce que Malte s'effondre, ça va, l'euro survit. Mais l'Italie s'effondre, l'euro s'effondre avec. Et ça veut dire que tout le projet européen se serait effondré avec. La Grèce a failli s'effondrer. Et la Grèce a failli, mais la Grèce, c'est 10 fois moins que l'Italie. En population, en PIB, en tous les cas, c'est 10 fois moins. Donc, c'est des conséquences systémiques. On est passé parce que l'on n'a pas su se gouverner. Bon, personne ne souhaite la guerre en Syrie, hein, donc personne ne souhaite la vague migratoire qu'elle a provoquée. Mais une fois qu'elle existe et qu'on est face à un problème, il faut des moyens de résoudre les problèmes. Et ça, le droit de veto, la courte vue de beaucoup de dirigeants européens, y compris parmi les plus importants, malgré l'avis de Juncker à l'époque, le président de la Commission, qui avait quand même eu des propos plus courageux, a failli provoquer une catastrophe politique. Donc, c'est des phénomènes sur lesquels il faut être prudent, il faut effectivement se donner les moyens, Frontex, être capable d'avoir de la régulation, ça s'est un peu fait, les effets ont fait diminuer la vague migratoire, mais l'Europe n'est toujours pas armée institutionnellement pour faire face à tous les problèmes qui se posent à elle. Allez, je vais poser une question en ligne que je lis sur l'écran qui est devant moi. Cette question concerne l'échelon régional. Est-il suffisamment pris en compte à Bruxelles? Et ça nous ramène à la Corse. Sandro Gozzi, cette fameuse Europe des régions. Alors, déjà, dans mes propos introductifs, j'ai dit que l'Europe est déjà ici, par exemple. Les projets, les réalisations que j'ai vues ce matin, c'est les beaux côtés de l'Europe des régions. Les programmes de développement régionaux que la Corse me semble utiliser très bien, c'est une idée de développement qui passe à travers les territoires. Un des principes fondamentaux de l'Union européenne, c'est la cohésion territoriale en ligne. Donc, je crois que de ce point de vue, l'Europe, l'idée même de développement économique et social européen est une idée qui est très ancrée dans les territoires. Ce n'est pas du tout une idée centralisatrice. C'est une idée qui, disons, essaye de multiplier les opportunités sur les terrains. Après, est-ce que les régions sont assez représentées et assez, disons, protagonistes du point de vue politique? Vous pouvez poser la question à ma voisine de droite. Moi, je crois qu'il y a encore des marges d'amélioration, tout en sachant la différence entre les réalités régionales des différents pays, mais je crois qu'il y a des marges pour mieux développer la dimension politique de l'acteur régional, de l'acteur politique régional dans le système européen. Oui. Justement, Marie-Antoinette Maupertuis, est-ce que Bruxelles permet de contourner le jacobinisme parisien? Alors, la politique européenne a été quand même fortement, il faut le reconnaître, fortement régionalisée, notamment avec la politique de cohésion, mais dans une certaine mesure aussi avec un des piliers de la politique agricole commune, notamment. La prise en compte du fait régional a reçu un formalisme institutionnel à travers le comité des régions, où il y a quand même 350 régions et villes également, et communautés territoriales, collectivités territoriales qui sont représentées. Donc les choses ont bien avancé de ce point de vue-là. On a le sentiment quand même maintenant depuis 4-5 ans qu'il y a quand même une tendance à la recentralisation des politiques. C'est quand même lié aussi au mécanisme du traité, au Conseil, à l'existence du Conseil et des États membres. C'est quand même une union des États à la base qui, pour des nécessités
comme on l'a dit il y a un instant, de tenir l'ensemble de l'Europe de manière cohérente, dans une Europe qui n'a cessé de s'élargir à différents États, nonobstant l'épisode de la sortie du Royaume-Uni, eh bien, on a plutôt eu tendance à recentraliser ces dernières années, ces derniers mois en particulier. On l'a vu par exemple avec la crise du Covid, dans la mise en œuvre par exemple des plans de relance. Il y a la stratégie vaccinale était utile, ça a marché, ça a Oui, fonctionné au niveau ça a européen. marché. Ouais. Mais ensuite, par exemple, sur la question économique des fonds destinés à la relance, à la reprise, ou même... 700 milliards, mais on a vu pour l'instant pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ce sont des plans nationaux. Ruisselé, Voilà, ce sont des plans nationaux, effectivement. La facilité pour la relance, la reprise et la résilience, c'est à peu près 700 milliards. Et la moitié en subvention, l'autre moitié, ce sont des prêts. Et on a demandé aux États de formuler des plans nationaux de relance. On n'a pas demandé aux régions de formuler des plans nationaux de relance. Et d'ailleurs, il y a des régions à compétence législative, des grosses régions qui ont 5 millions, des landers allemands, la Catalogne, etc., qui s'en sont beaucoup plaints. Parce que, effectivement, ils ont un pouvoir économique très, très important et ils souhaitent participer de manière directe en contractant avec Bruxelles, sans passer par leur capitale européenne, leur capitale nationale. Ils souhaitent contractualiser directement. Et donc, sur les plans de relance, on a quand même constaté un recentrage, une recentralisation, mais aussi, et là c'est un peu plus compliqué, c'est sur la question aussi du Green Deal, notamment. On va en parler. Voilà, sur la question de la politique environnementale et le combat contre le réchauffement climatique. Là, je pense que l'Europe est en train court le risque de passer à côté des régions, parce que le changement climatique, c'est pas que global, c'est aussi local, et il faut que les régions soient très impliquées. Vous parlez d'une recentralisation de l'Europe concernant les financements. Il y a aussi une frilosité de Bruxelles vis-à-vis des désirs d'émancipation des régions. Je pense notamment à la Catalogne. On a vu l'Europe jouer un rôle pas très clair. Oui, la Commission... Elle ne se mouille pas, en tout cas. Elle ne se mouille pas. La question est complexe. Nous la connaissons bien avec François Alphonse. La question est complexe. L'Europe aujourd'hui, enfin, quand on dit l'Europe, il faut être très prudent. Les institutions européennes sont plutôt frileuses vis-à-vis des séparatismes. Catalogne, Écosse aussi. Catalogne. Alors l'Écosse est sortie, mais l'Écosse voulait rester, il faut le dire quand même. Je le dis pour monsieur. L'Écosse est sortie, ouais. L'Écosse est sortie de fait avec le Brexit, mais l'Écosse voulait rester dans l'Europe. Je ne suis pas sûr qu'elle soit réintégrée si elle dit oui à l'indépendance. À voir. Ça dépendra de l'enchaînement des décisions, en fait. Ça dépendra de l'enchaînement des décisions. Mais en tout cas, l'Europe et l'Écosse est pro-européenne, bien évidemment. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons échangé sur ce sujet il y a peu de temps avec François Alphonse et d'autres amis européens. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les traités, ne sont pas prévues des situations où une région, à un moment donné, de manière unilatérale, décide d'un processus d'autodétermination. Qu'est-ce qui se passe lorsque on veut poser le problème d'une autodétermination ? C'est pas prévu. Le bureau n'est pas prévu pour discuter de cela. Voilà. Sandro Gozzi, sur ce thème-là, qui est assez intéressant ici en Corse. Oui, j'imagine, et ça c'est intéressant. Elle est embarrassée, l'Europe. Oui, elle est embarrassée parce que l'Union européenne n'a pas les instruments pour décider tout d'abord de l'organisation constitutionnelle d'un État et secondo, encore moins, décider si une région décide de quitter cet État. On n'a pas à intervenir et donc on est dans l'embarras parce qu'évidemment, il y a des questions qui émergent sur lesquelles l'Europe est appelée à intervenir. Parce que du moment où, pour un processus tendu, d'indépendance, de sécession, de discussions, on viole l'état de droit, on viole les droits fondamentaux, etc. Là, l'Europe serait amenée à intervenir. Et c'est là qu'elle est dans l'embarras vis-à-vis des capitales centrales. On ne veut pas se fâcher avec Madrid, on ne veut pas se fâcher avec Paris. Par exemple, mais évidemment qu'il y a des questions ouvertes. Du moment où on viole les droits fondamentaux, liberté de la presse, liberté d'expression, état de droit, intervention des polices, etc., là, l'Europe aurait son mot à dire. Et parfois, elle ne le dit pas pour on le voit éviter qu'en Hongrie aussi, prise... avec la Hongrie, elle est assez modérée.
trop modéré, ma foi. Moi, je voudrais, et d'ailleurs, je voudrais aussi que, j'espère que l'Union européenne tapera beaucoup plus, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui en Pologne, je voudrais l'expliquer, les juges polonais ont fait du nationalisme judiciaire en suivant les nationalistes politiques du gouvernement polonais. Et inspiré aussi par indirectement, je veux dire quelque chose politiquement pas du tout correct, inspiré un peu par certaines décisions de la Cour constitutionnelle allemande. Mais les Polonais ont franchi une ligne rouge et ont dit paraîtiment que les lois polonaises priment sur les lois européennes. Si on avait fait ça dès le début, je vais vous le dire, on n'aurait même pas posé la première brique de l'édifice communautaire. Hein. On serait encore à discuter si on veut un marché unique ou pas. C'est clair. D'autres questions dans la salle? Monsieur Didier Grasse, je vous tends le micro. Merci à tous. Je voudrais rebondir sur un terme qu'a employé François, le terme de refondation. En tant qu'Européen convaincu, moi aussi, effectivement, je pense qu'il faut parler de refondation aujourd'hui de l'Union européenne et de l'Europe en général par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à beaucoup de difficultés quand même que nous avons rencontrées, que nous rencontrons actuellement. Et moi, je voudrais avoir peut-être des réponses par rapport à l'Europe sociale, parce que ça fait partie, je pense, des... Alors, est-ce qu'on peut parler d'échec? Mais je pense que oui, d'échec au niveau de l'Europe, parce que l'Europe sociale, elle n'a pas été faite, elle n'est toujours pas faite, et il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de cette problématique-là. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui bougent actuellement au sein du Parlement ou au sein du Conseil européen, et quelles sont les pistes de réflexion qui vont dans ce domaine-là du social? On parle d'un salaire minimum européen, c'est possible? C'est en cours. Et nous travaillons pour que cela se réalise. C'est un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer en janvier. Un des objectifs, c'est d'arriver à conclure les négociations qui sont en cours pour avoir un salaire minimum européen. On est en train de travailler sur les droits des travailleurs des plateformes numériques, que c'est là aussi une question fort complexe. Certains disent sont toujours des salariés, d'autres disent sont toujours des travailleurs autonomes ou auto-entrepreneurs. Il est clair qu'il faut absolument régler cette question sociale fondamentale des plateformes numériques. Et là, on travaille. Ma collègue Sylvie Brunet vient de se faire adopter son rapport au Parlement européen qui va tout à fait dans la bonne direction. On a résolu un problème qui était très ressenti en France, comme les travailleurs détachés. Aujourd'hui, donc, je ne dirais pas que l'Europe sociale, c'est un échec. Évidemment, on voudrait faire plus, mais déjà, sur ces questions, on est très engagé. Et les salaires minimums, d'après moi, ça serait une avancée sociale européenne fort importante. Pour lutter contre le dumping social au sein même de l'Europe. François Alphonse? Oui, la difficulté de l'Europe sociale, c'est qu'il y a deux types de réticence. Il y a la réticence des pays qui bradent les droits sociaux, et puis aussi la réticence des pays comme la France, qui ont plutôt des droits supérieurs à ce qui pourrait être une moyenne européenne. Et on entend dire, oui, si on accepte, par exemple, je me souviens quand il y a eu la semaine de 48 heures, qui a été inscrit dans le droit européen, c'est-à-dire que, bon, pour nous, ça a été apparu, tout le monde disait, mais c'est un recul, puisque en France, on est aux 35 heures. Mais en réalité, c'était une progression, parce que c'était poser les jalons d'un droit social européen qui s'impose à tous. Mais évidemment, on va le faire par des situations médianes, pas les plus basses, mais pas non plus les plus hautes. Et comme les Français sont en général dans la situation haute en matière de droits sociaux, ils ont toujours l'impression que l'Europe va les tirer vers le bas. Bon, voilà. Donc il y a une sorte de perception contradictoire qui rend les choses parfois difficiles d'avancer, parce que entre ceux qui veulent plus, voilà, ils n'ont pas toujours... Le plus, c'est l'ennemi du bien, souvent. Et puisqu'on parle d'harmonisation sociale, parlons aussi d'harmonisation fiscale. Michel Castellani en parlait. En son sein, l'Union européenne a des paradis fiscaux. Hein. Je pense notamment à l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Comment on lutte contre ça? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Michel Castellani, vous avez des pistes, des solutions? Je n'ai pas de solution, mais je suis témoin et je participe d'ailleurs à bien des discussions au sein de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et quelquefois dans l'hémicycle, on a des débats considérables concernant justement la fiscalité, concernant la convergence fiscale, concernant aussi d'ailleurs les paradis fiscaux en général et les zones grises, comme on dit. Nous avons des débats aussi qui doivent être sur lesquels on ne peut que passer le ballon à l'Europe et à l'OCDE, par exemple sur la taxation des GAFA. On a des débats considérables là-dessus. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas de convergence fiscale en Europe, convergence sociale en Europe. Mais l'Europe, elle est basée sur exactement le contraire.
Ce sont les États qui sont à la manœuvre. Vous imaginez la difficulté à toucher les politiques sociales. Vous n'imaginez pas quand même que dans les pays de l'Est, où ils sont trop pleins de chômage qui peuvent déverser chez nous, ils vont se mettre brutalement à augmenter les standards sociaux pour nous faire plaisir. Donc c'est très difficile d'intervenir. Le salaire minimum européen serait un premier pas, sauf s'il est fixé à 750 € par exemple. Pour reprendre un peu ce que vous disiez, François Alphonse. C'est très bien que si tu fais un salaire européen, et ça va être ridicule par rapport à nos standards sociaux. Non, ce sont des questions très difficiles parce qu'on ne touche pas à l'équilibre fiscal, à l'équilibre social d'un pays facilement. Je voulais poser une question à présent. Après, je vous donne la parole, Maximilien. Juste une question en ligne de quelqu'un qui nous suit, qui pose la question de l'environnement. Marie-Antoinette Maupertuis a parlé tout à l'heure de Green Deal. Quelqu'un dit le plastique en Méditerranée, c'est 200 000 tonnes par an. C'est la mer la plus polluée du monde. Quelle solution? Alors là, pas facile, hein, François Alphonse. Oui, non mais votre auditeur soulève un vrai problème qui est la pollution croissante de la Méditerranée depuis 30 ans, depuis 40 ans. Bon, c'est un problème qui évolue toujours de plus en plus mal et on n'est pas à la hauteur, très certainement, des nécessités écologiques. On a au moins 4 types de problèmes qui sont posés et qui sont insupportables. Les pollutions par hydrocarbures, les gazages. Enfin, c'est quand même incroyable qu'en 2021, on continue à penser qu'il y ait des bateaux qui déversent des huiles de fond de cale dans la mer pour s'en débarrasser. Bon, ça c'est. Ensuite, il y a des problèmes des pollutions par les plastiques. Problème peut-être plus compliqué parce que c'est par la suppression des plastiques. Là-dessus, on a un petit peu progressé grâce à l'Union européenne. On a interdit les couverts en plastique, on a interdit les sacs plastiques. La Corse a d'ailleurs été précurseur sur les sacs plastiques. Bon, mais il faut arriver à peut-être pas supprimer, mais dans tous les cas, réduire dans des proportions considérables toutes les sources de pollution de cet ordre-là. Et ensuite, il faut voir aussi en Méditerranée 2 autres problèmes. Il y a aussi l'aspect répressif. Voilà, il y a un aspect répressif. Bon, mais là, sur la pollution plastique, la solution, c'est surtout par la prévention des plastiques dans l'usage. C'est vraiment des mesures. Et c'est là que l'on voit que c'est des mesures européennes. Parce que si demain la France prend des mesures très efficaces et que l'Italie et l'Espagne continuent à polluer, eh bien, on verra toujours autant de plastique sur le courant Ligure qui borde les côtes de la Corse d'un côté et de l'autre. Donc, c'est vraiment des solutions européennes. Et là-dessus, moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'espère que durant cette mandature, on pourra promouvoir l'idée qu'à partir des régions limitrophes, au moins dans cet espace qu'est la Méditerranée occidentale, parce que bon, elle est grande, la Méditerranée, elle est diverse et il y a des endroits où c'est peut-être plus difficile d'intervenir, mais au moins dans notre espace, on soit capable déjà de faire comme la mer Baltique, faire en sorte qu'il n'y ait plus de bateaux polluants qui y circulent, faire en sorte qu'il y ait une véritable politique de prévention sur les plastiques et qu'il y ait aussi une lutte enfin efficace contre les pollutions par hydrocarbures. On le souhaite. Marie-Antoinette Maupertuis, sur ce sujet, vous vouliez dire un mot ? Oui, 2 mots. En amont, déjà, il faut supprimer la production de plastique. Ça me paraît évident. Sinon, tant qu'il y a du plastique, ça circulera. C'est du domaine du possible. On a beaucoup à apprendre, d'ailleurs, en la matière de pays qu'on appelle les frugaux, en général, du point de vue de la politique économique, c'est-à-dire les pays nordiques. Les radins. Je ne le dirais pas comme ça, allez. Mais les pays nordiques et l'Allemagne également, en matière environnementale, a fait quand même énormément de progrès, a été souvent pionnière et on a beaucoup à apprendre, nous, les pays latins, de ceci. Donc, la production en amont et pour une fois, la réglementation européenne peut être très utile. Voilà, on a souvent critiqué la réglementation européenne, vous en parliez tout à l'heure sur la question du camembert, etc. etc. Mais je pense que ça peut être très utile sur les plastiques. Il y a des lobbies aussi dans le domaine du plastique. Il faut penser aussi aux changements structurels que ça peut provoquer dans les régions qui, elles, produisent le plastique. Et donc là, il y a toute une réflexion à avoir de transition écologique et industrielle dans ces régions-là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des laissés-pour-compte aussi de la transition écologique. Et puis pour ce qui est de la Méditerranée, effectivement, il y a la question des usages, mais il y a la question aussi de la coopération territoriale européenne, en particulier la coopération maritime. Nous, dans le cadre du programme Interreg Maritime, d'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui ont été déposés au cours des 7 dernières années dans le domaine du traitement des pollutions marines, des microplastiques, pour les ports durables. Donc, il y a véritablement une coopération, comme l'évoquait François, autour d'une mer qui finalement est un bien commun. Et là, encore une fois, l'Europe a servi.
parce que les programmes Interreg, depuis même un peu plus que 3 décennies d'ailleurs, ont été très très utiles pour travailler de concert sur des problématiques communes avec la Sardaigne qui est voisine, avec la Toscane, avec la Ligurie en particulier. Et ça peut être très très utile dans une logique de lutte contre les pollutions aussi. Et pour rester sur la question environnementale, comment va-t-on vers une économie décarbonée au niveau européen, ce fameux Green Deal? Alors, sachant que les politiques énergétiques varient d'un pays à l'autre. Oui, mais, on a l'Allemagne qui a abandonné le nucléaire, la France s'y accroche. Très bien, sans rentrer dans beaucoup de détails, qu'est-ce qu'on a fait des biens avec les plans verts européens, ce qu'on appelle Green Deal? On a donné aux entreprises, à la société, ce qu'ils nous demandent toujours et rarement la politique donne. Un cap. On a fixé les caps. On a fixé une direction claire. On a fixé un objectif clair. Neutralité carbone en 2050, moins de 55% d'émissions en 2030. C'est un cap clair. Et on a commencé à mettre en place des instruments législatifs, etc., qui doivent encourager, doivent accompagner aussi. Donc, c'est que vous me disiez, on a mis en place un fonds de transition juste. Parce qu'il est clair qu'une chose, c'est parler des transitions écologiques au Danemark, une chose, c'est parler des transitions écologiques en Pologne, avec une économie industrie qui dépend énormément encore du charbon. Donc, je crois que c'est ça qu'on attend de la politique. Après, on peut rentrer dans les détails sur les méthodes, etc. Il y a des choix, que chaque État fait, mais je laisse d'autres discuter si la France doit garder le nucléaire, doit renforcer le nucléaire, doit éliminer le nucléaire. C'est un choix français. En Italie, avec 2 référendums, on a dit non au nucléaire. Donc il est clair que pour atteindre les mêmes objectifs, la France peut faire les choix nucléaires, c'est les choix qu'il fait. L'Italie devra évidemment miser énormément, beaucoup plus sur d'autres énergies renouvelables pour atteindre les mêmes objectifs. Et on retient l'objectif 2050, une économie décarbonée. L'objectif est 2050. Alors, on va donner la parole à monsieur, mais tout d'abord, Max Simeoni, qui avait demandé avant vous, ancien député européen. Alors, je m'approche. Voilà, faites passer le micro. Merci. Oui, j'ai été député européen pendant une seule mandature. Donc, j'étais au cœur du dispositif parlementaire. Mais en même temps, je ne suis pas resté assez longtemps pour ne pas voir les inconvénients, quoi. Alors, donc, vu de l'extérieur, avec quelques années Vous pouvez nous rappeler, passées... Max Simeoni, la date à laquelle vous avez été député européen? Quand vous avez été député européen? Pour qu'on se situe dans le temps. De 89 à 95, par là, c'est ça. Et donc, je vais tenir un propos un peu général, un peu pessimiste, mais uniquement avec mon état d'esprit qui consiste à voir où sont les solutions pratiques les plus rapides et les plus efficaces. Bon. Le travail que vous faites, les parlementaires, est remarquable. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup d'implication, de connaître les dossiers pour trancher, etc. Mais c'est un travail qui n'est pas perceptible par le grand public, par le consommateur, qui, lui, est plongé dans des effets d'immédiatisme. Il a des problèmes urgents. On a parlé de l'immigration, on peut parler aussi de l'insuffisance de certaines rétributions de salariés, etc., etc. Bon. Donc les problèmes de l'immédiatisme sont tels qu'ils font plus de poids que les problèmes politiques à moyen terme dans l'esprit des gens, même s'ils ont quelques notions sur l'Europe. Alors le problème, il est le suivant, c'est qu'on est quand même dans le maximum de difficultés. Comment faire? Alors au début, quand j'ai commencé, il y avait un parti fédéraliste, mais je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas de militants. Ils avaient quelques intellectuels qui prenaient le fédéralisme pour l'Europe. Mais ça n'allait pas plus loin. Et ils ne se sont jamais présentés à une élection en tant que parti. Bon. Alors donc, le fédéralisme européen est à inventer complètement. Pourquoi? Parce que on n'est pas une terre où il n'y a que des Amérindiens à refouler vers l'ouest. Mais on est une terre où il y a eu
une domination constante de l'Europe, des guerres, et des guerres qui ont fait les frontières et les peuples, avec les cultures, une mosaïque de cultures qui sont proches souvent les unes des autres par grands groupes, les Néerlandais, les Latins, etc., mais qui, au fond, ont des passés, ont des histoires tout à fait différentes, vécues sur le plan du sentiment, de la sensibilité, de l'éducation, de ce qu'on leur a appris à l'école. D'ailleurs, à un moment donné, l'Europe avait essayé de faire, il n'y a pas tellement longtemps, une conférence d'historiens reconnus pour faire une histoire de l'Europe elle-même. Eh bien, ils n'ont pas pu la faire, parce que c'était le poids des histoires de toutes les nations qui venaient les empêcher, même s'ils en avaient la volonté. Donc, on est dans la difficulté majeure. Comment faire quelque chose qui est indispensable, qui ne peut pas se faire dans l'immédiat et qui nécessite un support populaire que nous ne pouvons pas avoir. Nous n'avons que des initiés qui s'occupent de l'Europe. Alors le problème, il est là. Et moi, j'ai quelques idées, mais on est loin du compte. Merci Max Simeoni pour ce témoignage très, très intéressant. Alors Fabienne Giovannini veut compléter ? Allez-y. C'est pas vraiment pour compléter, mais j'avais aussi une question qui concerne le déficit démocratique de l'Europe. Après, on regroupera les deux questions. Bien sûr. Donc le déficit démocratique de l'Europe, on en a parlé, c'était pour introduire le débat. Et il est vraiment pas temps. Et même les procédures que s'est donné l'Europe pour avancer ne sont pas vraiment efficaces. Je parlais par exemple de l'ICE, l'Initiative citoyenne européenne. Donc c'est une forme de pétition qu'on lance. Lorsqu'une ICE aboutit, et il y en a quelques-unes qui ont abouti, je crois, 3 ou 4, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus trop bien. Lorsqu'elles ont abouti, la Commission européenne ne répond jamais ou quasiment jamais. Ça, c'est un vrai problème. Comment voulez-vous que les citoyens se rapprochent de l'Europe quand ils posent des problèmes qui sont réels, par exemple le problème des langues, par exemple le problème, on a parlé tout à l'heure, de l'élargissement intérieur, ben, ça va venir, c'est des questions qu'on peut poser et qui sont largement partagées au-delà d'une nation, puisque l'ICE, pour qu'elle soit prise en compte, il faut qu'il y ait plusieurs nations enfin, il faut que les signatures des citoyens émanent de plusieurs nations. Donc il y a vraiment un déficit démocratique au niveau européen. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Je sais bien que pour moi, la seule structure démocratique qui existe, c'est bien le Parlement européen, puisqu'il est issu du suffrage universel, et qu'après les États tirent en arrière. Donc là, il faut vraiment que... Est-ce que le Parlement européen peut quelque chose pour faire avancer cela, dans le cadre notamment du débat du futur de l'Europe ? Ce serait, en tout cas, dans la refondation dont on parlait tout à l'heure, quelque chose qui serait positif. Merci Fabienne Giovannini. Donc on va répondre aux deux questions et après on vous donne la parole. Tout d'abord sur Max Simeoni qui dit que l'Europe finalement c'est quelque chose qui appartient à des initiés qui ne répondent pas aux préoccupations des gens, et j'ai cru comprendre que M. Simeoni plaidait pour un fédéralisme. Une réponse, Sandro Gozzi, peut-être. D'abord merci, parce que je suis le président de l'Union des fédéralistes européens, qui n'est pas un parti mais c'est une association la plus ancienne, ONG européenne, fondée en 1946 à Paris, et je suis content de voir venir en Corse pour pouvoir entendre prononcer les mots fédéralisme en France. Parce que même avec les européens, oui, mais on n'est pas fédéraliste. Parce qu'il y a un problème sémantique, il y a un problème jacobin. C'est que quand on parle de fédéralisme européen en France, on pense à un super État européen centralisé. C'est exactement le contraire. Le fédéralisme européen, c'est exactement le contraire de la centralisation. Bon, vous prenez les bateaux, vous venez en Toscane, vous voyez un État régionalisé, voire fédéralisé comme l'Italie. Vous dépassez les Pyrénées, vous voyez un État presque fédéral, très régionalisé comme l'Espagne. Vous dépassez les Rhin, vous voyez un État fédéral comme l'Allemagne. Quand vous parlez de fédéralisme en italien, en espagnol, en basque ou en catalan, même si parfois est mal interprété, ou en allemand, vous entendez respect de la diversité, recherche de bon niveau de gouvernement, démocratie locale, subsidiarité et intervention européenne seulement là où est absolument nécessaire avec un contrôle démocratique. Et moi, je crois que ça, c'est la voie.
Après, même dans mon groupe, même dans la délégation, oui, mais Sandro, on n'est pas fédéraliste en France. Oui. Non. Vous parlez d'Europe souveraine, démocratique, qui décide à la majorité, qui veut plus de démocratie, mais si vous voulez pas appeler fédéralisme, on l'appelle Mickey Mouse. Moi, ça me va. On l'appelle Mickey Mouse, mais c'est le fédéralisme, parce que quand on parle d'Europe souveraine, démocratique, qui décide à la majorité et qui doit aborder la question du déficit démocratique, on fait du fédéralisme. On ne le dit pas, je m'en fiche, je veux dire, on l'appelle Mickey Mouse. Le déficit démocratique, d'un côté, je suis d'accord, d'un côté, je suis en désaccord. Je suis en désaccord parce que nous devons faire un effort d'expliquer à nos citoyens que nous sommes des privilégiés de la démocratie, nous les Européens. Parce que nous sommes les seuls qui élisent les maires de Bastia, qui élisent les représentants à l'Assemblée générale corse, qui élisent les représentants à l'Assemblée nationale et qui élisent même les représentants au Parlement européen. On est les seuls au monde. On n'est pas les seuls continents qui a des formes de coopération régionale accrues, renforcées et développées. Il y a un marché nord-américain, un marché de libre-échange nord-américain. Mais il n'y a pas un parlement où les Mexicains, les Canadiens et les Américains sont ensemble. Il y a l'Union africaine. Ils ont même une assemblée parlementaire, mais elle n'est pas élue directement. Il faut expliquer ça. C'est une chance inouïe qu'on a depuis 1979. Pourquoi vous dites qu'il y a déficit démocratique? Pour deux raisons, une institutionnelle et une politique. La raison institutionnelle qui a été évoquée par Castellani et par Alfonsi, il y a des questions qui sont décidées à l'unanimité, et l'unanimité tue la démocratie. Parce que si on est une salle et on est 1000 personnes et on doit décider à l'unanimité, et moi je dis je ne suis pas d'accord et je bloque, ça tue la démocratie. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1979? On a construit la démocratie européenne, mais on n'a pas construit la politique transnationale européenne. On n'a pas de mouvements politiques européens. On n'a pas de véritables partis politiques européens. Alors qu'on a une dimension régionale de la politique, vous êtes l'exemple du moment où vous avez pu élire des représentants régionaux en Corse, vous avez développé une dimension politique régionale. En Europe, on n'a pas fait ça. Et on peut faire ça. Et c'est un des débats dont on parle à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Moi, je veux introduire des listes nationales, des partis politiques européens qu'on peut voter directement. Comme c'est la prochaine fois, vous ne lirez pas seulement les représentants dans la circonscription nationale française, vous pourrez voter directement les partis politiques européens, les mouvements politiques européens. Et c'est ça qui met de la chair à la squelette de la démocratie européenne. Mais on voit que, par exemple... Évidemment, il faut avoir un droit d'initiative législative. Il faut que nous l'ayons comme parlementaires européens et il faut que nous répondions aux citoyens. Si 1 million de citoyens dans ce pays, ils nous demandent d'intervenir, de légiférer sur l'environnement, il faut que nous le fassions ou alors que nous assumions la responsabilité d'expliquer publiquement pourquoi on ne va pas dans une certaine direction. C'est ça qu'il faut faire. Une petite remarque, quand vous militez pour une liste transnationale, on voit que pour les dernières élections, depuis qu'il y a les élections avec une liste nationale, le taux de participation s'est effondré. Bon, il y a ce risque-là aussi. Écoutez, aujourd'hui, on a une dimension européenne qui est seulement à l'intérieur du Parlement européen, il y a les groupes politiques européens. Mais ils sont l'expression aussi des partis politiques européens que personne ne connaît. Et vous ne pourrez jamais les connaître jusqu'à quand vous n'allez pas les voter directement. Les taux d'abstention, ce n'est pas dû au fait de la circonscription nationale ou régionale. Le taux d'abstention, c'est lié à une désaffection des citoyens de la politique en général. Pourquoi ? Parce que la politique ne trouve pas les bons moyens pour résoudre les questions. Vous parlez des take-back control, des reprenons le contrôle, que c'est la raison pour laquelle les Britanniques ont une des raisons, un des slogans des Brexitaires pendant le Royaume-Uni. Mais jusqu'à quand on continue de débattre? Moi, ça me plairait qu'il y ait Zemmour ici. Non, jusqu'à quand on continue il à n'est pas débattre. loin, il est Exactement. Ajaccio, Mais c'est pour cela que je l'ai dit. Je voudrais les croiser ce soir. Je les croisé à CNews plusieurs reprises, à plusieurs fois. Mais jusqu'à quand nous débattons au niveau national des questions qui échappent à la politique nationale. Comment voulez-vous que les citoyens aillent voter? Et vous me dites que c'est la faute Non, c'est les questions qui parlent des climats, des numériques, des migrations, des terrorismes au niveau national. Comme des poissons rouges dans un aquarium, alors que ce sont des questions qui dépassent la capacité d'intervention des États. Et c'est pour cela qu'on doit développer une dimension politique transnationale qui va au-delà
des frontières nationales sur ces questions. Reste à en persuader les citoyens européens, et c'est tout l'objet de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. François Alfonsi, un mot un peu, même sur le déficit démocratique évoqué par Fabienne Giovannini, qui évoquait aussi quelque chose de très précis, hein, c'est les initiatives citoyennes européennes qui restent lettres mortes. Oui, c'est... les traités européens sont très insuffisants. Mais je dirais que le plus insuffisant d'entre eux, c'était le premier, le traité de Rome. Vous lisez le traité de Rome, vous n'avez pas beaucoup envie de voter pour lui. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas des gens élus. C'est une organisation étatique terrible, etc. Donc, il faut quand même voir que l'on est dans une construction qui progressivement évolue. Et aujourd'hui, dans les cadres institutionnels actuels, d'abord la conscience des peuples de l'importance de la dimension européenne et leur implication dans les débats européens n'est pas nulle comme elle pouvait l'être au tout début. Mais malgré tout, il fallait commencer quelque part. On a avancé, on a progressé, mais on est encore loin du compte. C'est ça, je crois. Et l'intérêt de ces conférences sur l'avenir de l'Europe, c'est déjà de poser ce principe-là. C'est qu'on est loin du compte pour faire une organisation qui soit supportée vraiment de façon populaire par tous les peuples européens et ne soit pas simplement la construction technocratique de gens qui, faisant l'analyse que finalement, en mettant les monnaies en commun, en faisant l'euro, on se protégeait mieux sur les marchés mondiaux, on fait l'euro. Il va falloir avoir plus d'adhésion dans le projet européen si on veut qu'il aille de l'avant et qu'il progresse. Sur les initiatives citoyennes européennes, c'était une des meilleures innovations en 2009 du traité de Lisbonne, puisqu'il autorisait les citoyens, à condition d'être un nombre important, plus d'1 million, c'est beaucoup, 1 million avec des procédures évidemment de validation très très rigoureuses et très strictes, puisque c'est la Commission elle-même qui recueille les signatures et qui les contrôle. Ensuite, venant de plusieurs pays, avec des seuils par pays, donc il y a quand même des critères importants. Et donc quand des citoyens arrivent au bout de ce marathon procédural qu'est l'ICE, se faire entendre dire par la Commission « bon, on a bien regardé votre truc, ça ne vous intéresse pas, au revoir et à bientôt », c'est pas logique. Ça, c'est pas logique. Déjà, par définition, c'est pas logique, quel que soit le sujet, quelle que soit la motivation. Et ensuite, donc, c'est ce qu'on a fait, nous, au Parlement européen. On a pris en considération le Minority Safe Pack, qui est une initiative citoyenne à laquelle je m'étais associé. Le Parlement européen l'a fait. La Commission, derrière, a dit... donc, elle a écarté d'un revers de manche et les 1,2 million citoyens et les 525 parlementaires sur les 700 que nous sommes. Et elle a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des États qui ne veulent pas. Alors, dans le dispositif, il y en a un, je veux le détailler parce que c'est dans le détail déjà qu'on prend les choses. Ça s'appelle le géoblocking. Bon, l'initiative citoyenne, c'était pour faire arrêter le géoblocking. Qu'est-ce que c'est le géoblocking ? C'est que quand il y a des émissions qui sont transmises, on interdit qu'elles franchissent la frontière. La vraie motivation, c'est les droits télévisés pour le football. Parce que ça permet à la FIFA de faire du pognon en vendant les droits. L'argument, c'est de dire on protège les frontières nationales. Mais en réalité, il n'y a rien de plus anti-européen. Moi, j'ai visité le site d'une station locale alsacienne qui émet en alsacien. Et là, le CSA oblige le gérant de cette station de braquer son émetteur vers le territoire de Belfort et vers la Franche-Comté. Parce qu'il n'a pas le droit d'arroser les villages d'Allemagne et de Suisse qui parlent la même langue, qui sont dans le même bassin. Voilà. Et tous les ans, ils ont un contrôle qui vient vérifier qu'ils mettent bien leur émetteur dans le mauvais sens, en réalité, dans le sens contraire de leurs intérêts. Voilà. Ça, c'est profondément anti-européen. Le Minority Safe Pack posait ce problème. Il y a eu un blocage de lobby. Et c'est une des raisons qui fait qu'on n'a pas pu avancer. Donc là, on a raté une occasion d'avancer pour mettre en cause une mesure qui est profondément anti-européenne. Merci François Alfonsi. On voit que l'unanimité pose beaucoup de problèmes tout au long de ce débat. Et s'il faut changer quelque chose dans les traités, c'est d'abord cela. Je ne sais pas si on en prend le chemin, vous le direz ça en conclusion. Je vais donner la parole à monsieur qui a demandé il y a déjà un moment. Voilà. Oui, Joseph Paul est conseiller de direction de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, inventeur de plusieurs systèmes et des réseaux hydroélectriques intelligents, membre du comité d'Hydropower Europe, récemment au niveau français et au niveau international, membre des innovations sur l'hydrogène et l'oxygène, avec des nouveautés très fortes. Alors, mon propos est celui-ci. La Corse a besoin de l'Europe. Et je suis très content de participer à ce débat, et ce débat que vous avez organisé,
pour vous dire que si la Corse a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de la Corse. Et notamment des innovations faites en Corse. Personne n'est au courant, ou peu de monde est au courant, que la Corse tient le pavé le plus haut dans le domaine de la résilience sur l'eau, la résilience climatique, l'amélioration des ouvrages. J'en veux pour preuve la manifestation qui aura lieu en juin prochain à mon initiative, où j'ai insisté pour que tous les représentants internationaux du Comité international des grands barrages viennent de Marseille en Corse, puisque la représentation internationale se fera à Marseille, et j'ai demandé qu'elle se fasse en Corse, parce que la Corse a la représentation de tous les ouvrages qui puissent parer aux déficiences des conditions climatiques dans le sens des crues et dans le sens des sécheresses. Je me tourne maintenant vers le maire de Bastia et vers la collectivité territoriale en vous annonçant, monsieur le maire, vous le savez peut-être déjà avant moi, que l'école de marine de Bastia va être équipée d'un bateau qui est le premier bateau de pêche à énergie hydrogène. Bon, Madame la Présidente, vous avez eu certainement sur votre bureau très récemment la première innovation française et internationale avec un départ sur la Corse sur l'oxygène et l'hydrogène, et notamment la lutte contre le Covid avec l'oxygène. J'en viens au sujet parce que c'est très important. Il y a une question, s'il vous plaît. Alors, la question, ce n'est pas une question, c'est une proposition. C'est une proposition aux gens qui viennent ici pour dire on veut aider la Corse pour l'Europe. La Corse peut aider l'Europe, elle peut aider la France. Ce que j'ai dit aux représentants du ministre en disant est-ce que la Corse ne pourrait pas être le gouvernail de l'Europe, c'est-à-dire les propositions techniques, si nos chers élus le souhaitaient, en ayant les premières innovations portant sur l'énergie, portant sur la qualité de l'air, portant sur la qualité de l'eau, bien entendu, au sein de la Méditerranée. Alors, ma question n'est pas une question, c'est une question de dire est-ce qu'on y va ? Alors, une réponse de Marie-Antoinette Maupertuis. On prend la présidence de l'Union européenne au 1er janvier ? Perché no? Posto che noi ci siamo, continuiamo. Plus sérieusement, mais c'est très sérieux ce que vous nous proposez. Moi, j'ai toujours défendu l'idée, et peut-être que ça fera le lien avec une problématique qu'on abordera sur la question insulaire. J'ai toujours proposé, dans les échanges que j'ai eus avec les hautes instances européennes, de faire des territoires insulaires, des laboratoires en fait, d'expérimentation du développement durable. Non pas que nous soyons des cobayes, mais l'idée, c'est que nous sommes des terres où il y a des contraintes, que parce qu'il y a des contraintes, nous pouvons être plus innovants que d'autres pour contourner les contraintes en matière énergétique, en matière de gestion de l'eau, par exemple, et sur d'autres sujets. Et j'ai toujours vendu, entre guillemets, cela aux instances européennes, et ils y sont quand même sensibles. Alors, elles ne veulent pas, évidemment, on y viendra peut-être, forcément de modification des traités pour ce qui concerne l'aide à accorder les régimes des aides d'État ou le statut des îles, etc., etc. On en reparlera. Mais par contre, du point de vue des fonds structurels dédiés à l'innovation, à la compétitivité, elles sont quand même sensibles à ce positionnement de leadership des îles en matière d'innovation dans le cadre du développement durable. Voilà, je pense qu'il y a une démonstration à faire. Vous citez le projet que vous portez, mais il y a eu d'autres projets aussi en matière d'hydromarithermie, par exemple, qui ont été soutenus, en matière de recherche à l'Université de Corse aussi, toujours dans le champ du développement durable. Et c'est vrai qu'on peut être véritablement des terres d'expérimentation, et l'Europe est prête à nous suivre là-dessus. Il n'y a qu'à bien ficeler les projets. Moi, je suis d'accord que l'Europe aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses négatives, mais l'Europe, c'est aussi une grande opportunité, pas forcément de tiroir-caisse, une grande opportunité de confrontation aussi du capital humain, des idées. Et il y a véritablement des réseaux de recherche dans lesquels on peut faire des démonstrations. Puisqu'on parle de la Corse, cette question en ligne, quelle chance de faire progresser la question de la reconnaissance du fait insulaire durant la présidence française de l'Union. Sujet, hein, le fait insulaire évoqué depuis 20 ans est toujours en échec. Sandro Gozzi, comment on fait évoluer le fait insulaire
Alors, Pierre Savel vous propose Bastia, capitale culturelle européenne 2028, c'est ça? Moi, si vous avez besoin des testimonials ou des promoteurs, des sponsors non français, non corse, je me porte candidat. Non, on a déjà répondu à cette question. On a déjà répondu. D'un côté, il y a une poussée que jusqu'à maintenant n'a pas percé de modifier les traités pour considérer, disons, avec un statut, sort des statuts spécial, les régions insulaires de l'Union européenne. De l'autre côté, il y a la nécessité, la possibilité de mieux adapter les politiques communes européennes aux besoins des régions insulaires et pour que l'Europe soit de plus en plus un multiplicateur de solutions et d'opportunités faites sur mesure pour les régions insulaires. Et c'est dans cette direction que je crois qu'on peut travailler, même pendant la présidence française de l'Union européenne, pour répondre à la question. Michel Castellani, petit commentaire? Vous avez peu parlé durant ce Je suis au moins pessimiste de savoir que ce sera pendant la présidence française que seront reconnus les faits insulaires. Dans une autre vie, je le précise au passage, j'ai été représentant de la Corse à la conférence des régions périphériques maritimes et je me suis même retrouvé rapporteur au Conseil de l'Europe. Mais c'était il y a fort longtemps. Mais j'y étais. Mais depuis, je ne crois pas que le fait insulaire ait beaucoup progressé en Europe. Vous savez, quand nous avons des débats considérables au Palais Bourbon, ce n'est pas hors sujet. C'est pas hors sujet. Sur lequel il s'agit de savoir si on peut faire évoluer les compétences de l'État central et des territoires. En somme, de prendre la richesse territoriale de la France, qui est extraordinaire, un peu mieux en compte dans la loi. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions interminables avec Gérard Collomb, qui était à l'époque ministre des collectivités, ministre de l'Intérieur. Il me disait, vous êtes gentil avec vos histoires corses, mais les Bretons ont déjà la main sur le stylo. Je me rappelle son expression. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Paris est toujours tétanisé sur le concept d'État-nation. Ils ne bougeront pas pour l'instant. C'est des débats. Nous, on essaye de populariser l'idée qu'on peut faire évoluer la structure d'État, qu'il peut y avoir une autre organisation. Et même en Europe, on a peur que ça fasse tache d'huile, hein, l'exemple catalan, etc. Voilà. Forcément, mais de toute façon, à partir du moment où nous sommes représentés, nous les Corses, je veux dire, nous sommes représentés auprès des instances européennes par l'État, je dirais français, il est évident qu'on a très peu de chances de percer. D'abord, il va falloir faire évoluer en France. Et on y travaille beaucoup. François Alphonse, c'est juste un petit commentaire. Après, on va prendre une question qui est intéressante en ligne. Non, ça nous explique un peu le travail qu'on peut essayer de faire au Parlement européen. Donc, avec Sandre, on est dans la même commission, c'est le développement régional. On a la chance d'avoir un président, Younous Omarjee, que vous avez peut-être vu dans la presse, est très favorable à la question des îles. Et donc, on engage un travail qui est un rapport d'initiative, c'est-à-dire que c'est sur l'initiative de la Commission qu'on va poser le problème des îles dans les mois à venir. Et j'espère que ce rapport permettra d'abord de fixer les choses, de démontrer les besoins que les îles ont comme spécificité territoriale et aussi d'engager des solutions et de trouver un dialogue avec la Commission. Et j'appelle, moi, les gouvernements insulaires à se mettre autour de ce travail parlementaire. C'est-à-dire qu'autour du travail parlementaire, celui du Parlement, qui aura ses répercussions au comité des régions, comme tous les rapports que nous faisons, il est important, si on veut que ça pèse, à un moment ou à un autre, ça ne peut pas être que le vote du Parlement, il faut qu'il y ait l'engagement des autorités insulaires. Et la CRPM est l'outil de ce lobbying, et j'espère qu'on y parviendra. Alors, une question à Sandro Gotz, et ça sera peut-être une dernière question de ce débat, parce qu'il est près de 20 heures. Je lis la question. Quels moyens envisagez-vous pour expliquer aux citoyens ce pourquoi ils votent? Au Portugal, apparemment, ce sont des gens qui nous suivent du Portugal. Nous autres, étudiants en études européennes, trouvons qu'il y a si peu d'explications que certains citoyens ne sont même pas au courant quand il y a des élections. Tout d'abord, faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Oui. Aller sur le terrain en tant que député européen, aller chercher l'Europe des solutions, aller chercher les solutions concrètes que l'Europe apporte pour le développement territorial et pour les citoyens, faire des débats publics, utiliser les moyens informatiques et numériques pour multiplier aussi les possibilités d'interaction. Il faut les faire tous les jours. Et ça, c'est une des responsabilités principales des députés européens. Secondo, travailler beaucoup plus, insister beaucoup plus avec les médias. Parce que jusqu'à quand au journal télévisé des 20 heures,
et arrive à donner seulement 30 secondes à l'Europe, les jours où l'Europe annonce 750 milliards de plans d'urgence, et ça c'était une réponse à l'urgence, pas de long terme, 30 secondes à la fin du journal télévisé, au lieu d'ouvrir les journaux télévisés et d'inviter la présidente de la Commission ou les commissaires européens français à expliquer aux Français ce que l'Europe est en train de faire, là, c'est une bataille qu'on doit faire ensemble. Parce qu'il faut que l'Europe ne peut pas être traitée par les spécialistes. Il doit être un grand sujet des sociétés, il doit être dans les médias nationaux pour le grand public. Et ça, c'est une bataille que nous devons mener ensemble. Bataille de la communication. Et merci d'ailleurs pour votre modération. Vous nous aidez et votre modération va dans ce sens. J'essaye. Marie-Antoine Maupertuis. Oui, il y a bien évidemment notre responsabilité à tous que de faire de la pédagogie et de l'explication. Et puis surtout, il faut à un moment donné mettre en valeur aussi tous les acquis de l'Europe. D'abord la paix pendant des décennies. Voilà, il faut quand même bien le dire. C'est tout. Les dernières guerres qu'il y a eu en Europe géographique, je dirais, c'est parce qu'ils étaient aux portes de l'Europe. Ils auraient été dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu la guerre qu'on a connue. Aujourd'hui se pose la question de l'élargissement aux pays occidentaux des Balkans. Oui, bon, la ça, question, là, mais bien sûr, l'intégration, parce que ça coince pour différentes raisons. Avec l'Albanie, la Serbie, tout à fait, le Kosovo. ça coince parce qu'il y a des questions d'état de droit, parce qu'il y a des questions économiques importantes, etc. Mais ça se fera aussi. Moi, je reste très confiante là-dessus. Les Anglais ont choisi, les Britanniques, mais les Anglais en particulier ont choisi de quitter l'Europe. Il y a des tensions, effectivement, on l'a vu avec ce qui s'est passé en Pologne cette semaine. Mais néanmoins, il faut considérer aussi que l'Europe a été une chance pour la paix et une chance aussi sur le plan économique. On n'a pas encore réalisé le social, mais il y a quand même eu un mécanisme de convergence économique absolument fabuleux. Des taux de croissance que certains pays n'avaient jamais connus auparavant, des politiques de reconstruction, de modernisation, que les pays en question, s'ils étaient restés en dehors de l'Europe ou s'ils étaient restés de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, n'auraient jamais connu. Et des processus aussi de démocratisation, c'est clair, ça prend du temps. Détruire, ça va très vite. En 4 ans, on peut détruire l'Europe. Et on l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale. Construire, ça prend plus de temps. Ça prend du temps et ça ne fait que finalement qu'on est depuis 1956. Donc voilà. Alors, on arrive au terme, il est 20h de ce débat. Je vais vous demander à chacun un exercice difficile. En 1 minute, vous allez me dire quelle est la proposition qu'il faut vraiment faire avancer, qu'il faut vraiment faire émerger pour sauver l'Europe, pour que l'Europe soit plus juste, plus proche des citoyens, plus forte. Alors, Sandro Gotz. Décider éliminer les vétos, décider la majorité, avec un rôle central pour le Parlement européen. Michel Castellagne. Quand je vais à Cabraï, où ce sont des amis qui sont à 20 km de nous autres, que je me dis qu'on était en guerre contre eux, je vois la monstruosité que c'était. Et donc, on peut élargir cette réflexion à l'échelle européenne. L'Europe a été un grand acquis, ça a été dit à l'instant par Marie-Antoinette Maupertuis. Donc, l'idée de ça, c'est de toujours mieux enraciner la démocratie en Europe et la participation citoyenne dans toutes les dimensions de ce que sont les citoyens, qui n'est pas uniquement une dimension matérielle. François Alphonse, une proposition concrète que votre groupe, Les Verts, ALE, aimerait voir aboutir? Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui démarre de façon un peu clampin-clampin, du mal, mais qu'il pose la vraie question, c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'interrogent en levant un peu le nez du guidon et en regardant un peu loin. Et je voudrais que la réflexion continue, s'approfondisse et que l'on débouche là sur, d'abord, en finir avec ce droit de veto, en finir avec tous ces blocages sur lesquels nous sommes et reconstruire un espoir dans l'avenir européen, car c'est comme ça, je crois, que le continent progressera et ira vers la continuité de ce grand projet qu'a été la construction européenne. La conclusion appartient à la présidente de l'Assemblée de Corse. Alors, la suppression du droit de veto, évidemment. Et la deuxième chose, alors ça va vous paraître peut-être incongru, mais j'en ai bénéficié, mes étudiants en ont bénéficié, c'est Erasmus+. Et ça a failli disparaître d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Donc il faut toujours se battre pour maintenir les bons outils. Une généralisation d'Erasmus+, mais pas uniquement pour les étudiants, aussi pour les travailleurs, pour les Européens, parce qu'ils apprennent à se connaître,
pour les élus, qu'on passe, on passe 1 an dans un autre pays, 6 mois, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour savoir ce que c'est l'Europe et tous les bénéfices qu'elle représente. Je crois que l'Europe, elle devrait faire ça très rapidement, ça va nous servir pour le long terme. Eh bien, merci Marie-Antoinette Maupertuis, merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. Merci aussi au public, en espérant que les propositions qui sortiront de cette conférence sur l'avenir de l'Europe ne resteront pas lettres mortes. Elles seront restituées, si je ne me trompe pas, au printemps 2022 et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est engagée à en tenir compte. Donc nous serons vigilants. On va lui rappeler toujours cet engagement. Encore merci, bonsoir. Comptez sur nous. Au revoir, bon Azer. Je t'en prie.